Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, Bien, alors, on va bientôt commencer. Nous sommes, je crois, assez nombreux finalement. On avait des craintes. oui, Je n'arrive voilà. pas à lire le nombre, mais on est, je crois, une 88, cinquantaine. 88. On va peut-être juste prendre une minute. Donc, je suis Hervé Blanchard, je suis praticien. Alors, désolé, il y a le bruit du café en même temps. Je suis praticien au CPAS Île-de-France et nous avons en équipe décidé de vous proposer ce café gourmand, pardon, pour parler d'un sujet d'actualité, finalement, qui revient régulièrement, qui est la rougeole. Et donc, c'est juste pour faire un point d'échange et d'information. Je vais essayer de ne pas être trop long. Et donc, je vais partager en espérant que ça soit le bon écran. Et n'hésitez pas à me dire si vous voyez quelque chose. C'est bon? C'est bon? Ouais. Alors, pour le flux, je vais couper ma caméra, mais je pense que ça, c'est pas très important pour vous parce que vous ne devez plus me voir. Vous m'entendez toujours, je pense. Bien, donc, euh, voici l'objectif. Et effectivement, on va essayer de partager ces infos ensemble. Un remerciement à Élie Soringe qui a préparé ces diapositives que j'ai légèrement modifiées pour essayer de tenir le format. Alors, les questions seront posées plutôt à la fin, si vous voulez bien, mais vous pouvez déjà, dès à présent, les inscrire dans le chat, hein, s'il vous plaît. Donc, on a eu début d'année une alerte par l'OMS avec une augmentation importante des cas de rougeole dans le monde. Et si on compare par rapport à 2022, plus 79%. Alors, c'est vrai qu'on était en fin de Covid, hein. Et cette hausse, elle a touché également l'Europe et bien entendu la France. La rougeole, des rappels assez rapides, c'est une maladie virale éruptive de l'enfant qui est due à un paramyxovirus. C'est une maladie hautement contagieuse, hein. Le R0 est entre 15 et 20. Donc, à titre de comparaison par rapport à la grippe, si on prend environ 2, ou par rapport au Covid, éventuellement 3, c'est énorme. Vous voyez bien que la progression sur ce diapo emprunté à Philippe Vornem, c'est bien, on se retrouve bien au-delà de ces courbes de risque de contagiosité au sein de la communauté ou au sein de nos établissements de santé ou médico-sociaux. Donc, la transmission, elle se fait par voie aérienne, ça je pense que vous le savez tous, à partir de nos sécrétions lorsqu'on est atteint, qui vont persister finalement mises en suspension en plus de 2 heures dans une pièce occupée. Et elle est possible effectivement aussi, hein, comme on a pu le voir avec Covid, indirectement si on se contamine les mains et si on porte ses mains au visage ou dans notre oropharynx. Les signes cliniques apparaissent secondairement et je reviendrai sur ces derniers avec une toux, quelque chose qui ressemble à finalement un syndrome grippal au départ, et puis suivi par une éruption cutanée. Les complications, elles sont essentiellement pulmonaires, mais on peut avoir des atteintes encéphaliques avec effectivement des panencephalite sclérosantes qui surviennent à distance et qui sont gravissimes. Les plus fréquentes, c'est des otites, des diarrhées, et après viennent des complications sévères que je viens de citer, qui sont plutôt fréquentes chez les enfants âgés de moins d'un an et chez les jeunes de plus de 20 ans, avec une prédominance des pneumonies, surtout chez l'enfant, et les encéphalites aiguës surviennent plutôt chez l'adulte. Les facteurs de risque, hein, des formes graves sont véritablement les nourrissons en raison de leur immaturité et de leur côté naïf par rapport à ce virus. Mais bien évidemment, les immunodéprimés, dont les femmes enceintes, qui sont à risque de formes graves. Et on verra que c'est vraiment ces objectifs-là qui sont au cœur de nos actions sur le terrain. Si on prend un peu un diagramme pour essayer d'avancer, la période d'incubation, donc dire 10 à 12 jours,
La contagiosité commence 5 jours avant le début du signe, hein, on se réfère toujours à les débuts du signe, et ça va s'étendre au moins 5 jours après. Donc il faut vraiment avoir en mémoire ce diagramme. Euh, la phase invasive, elle, dure 2 à 4 jours avec donc une fièvre à 38,5, souvent pouvant aller beaucoup au-delà, hein. Chez l'enfant, il est assez fréquent d'avoir des fièvres à 39-40, avec une catarrhe oculo-nasale, toux, rhinite, conjonctivite, un peu comme un syndrome grippal. Et puis un malaise général avec une forte asthénie, hein, qui est assez constante. Et à ce stade-là, et juste à ce stade-là, de façon fugace, on peut avoir un signe de Koplik, vous aurez quelques images juste après. Ce signe disparaît dès que l'apparition de l'éruption est en place. Donc l'éruption, elle dure 5 à 6 jours, elle survient en moyenne 14 jours après le comptage, elle débute au niveau de la tête, s'étend progressivement en quelques jours, de haut en bas, vers l'extrémité. Elle va toucher le derrière des oreilles et la plante des mains et des pieds. Ça, c'est une particularité. Et voici un peu les images qu'on peut avoir, donc une forte fièvre, une catarrhe oculo-nasale, des formes assez extensives parfois, je ne sais pas si vous voyez la souris, et puis différentes formes d'éruption qui peuvent faire confondre cette éruption avec une toxidermie médicamenteuse, par exemple. Et puis le signe de Koplik fugace que vous avez sur la droite du diaporama. Le diagnostic de la rougeole se fait par écouvillonnage nasopharyngé ou par sérologie. On peut également retrouver des antigènes et des anticorps au niveau des urines ou par PCR. Et puis, on peut également avoir des prélèvements salivaires qui seront contributifs. Mais retenez pardon, que c'est essentiellement la PCR qui sera à mettre en œuvre le plus tôt possible entre J0 et J5. On peut toujours essayer de poursuivre jusqu'à J12. Après J12, on sera amené à faire une sérologie à la recherche d'IgM sérique ou salivaire. Excusez-moi, il n'y a pas d'immunoglobine dans les urines. C'est une erreur de ma part. Le diagnostic donc se fait essentiellement par PCR, sérologique pour les formes un peu plus tardives, enfin les recherches un peu plus tardives. Le traitement est symptomatique, il n'y a pas de traitement antiviral contre cette maladie, et c'est une maladie à déclaration obligatoire qui nécessite un signalement urgent par tous les moyens appropriés, j'y reviendrai dans un instant. La prévention, c'est la vaccination. La vaccination a permis sur cette diapositive au niveau mondial euh, une diminution extrêmement importante des cas de rougeole. En pointillé, c'est ce que vous auriez eu comme décès attendu, entre guillemets. Et au-dessus, en absence de vaccination, voilà ce qu'on aurait eu. Donc la vaccination a permis d'abaisser considérablement le prix à payer, si je veux dire, les Anglais disent le fardeau en français, de la rougeole grâce à la vaccination. Cette vaccination, après une seule dose de vaccin, confère une protection de 95% et plus si on mesure l'efficacité sérologique. Et si l'on regarde l'effet de cette vaccination, elle dure quasiment, l'infection naturelle protège quasiment toute la vie. Il y a certes une moindre réponse immunitaire après vaccination, mais celle-ci se prolonge également tout au long de la vie, si tant est qu'on ait répondu effectivement. Et en 2018, suite à de nombreuses pics épidémiques, je ne vais pas tout détailler, cette vaccination est devenue obligatoire chez les enfants nouveau-nés, et ce, avant l'âge de 18 mois. Bien entendu, des recommandations pour les professionnels de la santé, mais aussi de la petite enfance, ont été émis par la HAS et le ministère de la Santé dans le calendrier vaccinal. Et donc, le vaccin doit se faire à l'âge de 12 mois avec une deuxième dose de vaccin. Donc, c'est un vaccin trivalent, ROR, rougeole, oreillon, rubéole.
La deuxième dose se fait entre 16 et 18 mois et une vaccination est nécessaire ultérieure et nécessaire pour les enfants qui n'auraient pas reçu 2 doses de vaccin. Et ce rattrapage se fait ultérieurement. Et ça concerne essentiellement les enfants et les adolescents adultes nés depuis 1980. En effet, auparavant, avant 80, nous avions de fortes chances d'avoir croisé des rougeoles et ces recommandations ont évolué au cours du temps. Pardon. Donc, en résumé, une surveillance qui s'est construite au fur et à mesure des années, des épisodes d'épidémie, notamment en France. Vous voyez qu'avant, le nombre de cas était relativement rare. On a eu quelques flambées, en particulier entre 2008 et 2011, avec plus de 15 000 cas en 2011 en France, dans le monde, pardon. Des grosses épidémies, donc juste avant Covid, en 2018 et 2019, notamment en France, avec un grand nombre de cas. Et pendant Covid, une extinction du fait des mesures barrières et du port de masque, avec une recrudescence en fin d'année, mesurée par Santé publique France, avec 117 cas qui ont été répertoriés en France et 2300 en Europe et 300 000 cas dans le monde. Et donc, la situation actuelle, compte tenu du rassemblement de population qui va se faire pendant les Jeux Olympiques cet été, eh bien, nous avons une crainte d'avoir une recrudescence importante sur le territoire national de cette rougeole. Et c'est largement repris dans la presse. Donc aujourd'hui, en 2022, nous avions dans le monde 22 millions de nourrissons qui n'avaient pas reçu au moins une dose. 37 pays avaient connu des flambées épidémiques, environ 9 millions de cas et 136 000 décès dus à la rougeole en 2022. Et ça, c'est largement imputable au recul de la couverture vaccinale en lien avec la pandémie Covid. Parce qu'effectivement, pendant la pandémie, sur la planète, a été observée une diminution du recours à la vaccination et des retards à la vaccination, en particulier des jeunes enfants. Et il y a d'ailleurs même des pays qui avaient récupéré le statut d'éradication de la rougeole et qui l'ont perdu, notamment en Afrique. En Europe, voici la situation avec de fortes prévalences et de notifications donc, dans des pays qui sont voisins du nôtre et qui peuvent tout à fait contribuer à des déplacements et venir chez nous. Avec ici, on voit des foyers, notamment en Roumanie, importants, mais pas seulement. Et ce risque donc qui est bien établi en 2024 sur les cas qui ont été signalés juste pour le mois de janvier. En France, voici les principales dernières flambées épidémiques en 2018-2019. Et vous voyez qu'après toute une période qui concernait l'épidémie de Covid, eh bien, nous n'avons pas été touchés. Et là, récemment, fin d'année 2023, décembre, 117 cas signalés, avec une sous-déclaration qui est estimée à 50%, en tout cas en France. Donc, le programme mondial d'éradication de la vaccination demande, pour un objectif d'élimination, une vaccination une couverture vaccinale de plus de 95%. Et ça, c'est très important à prendre en considération. Et en France, on voit très clairement qu'en 2021, eh bien, on n'a pas cette couverture dans pas mal de départements. On est en dessous de 90% dans certains d'entre eux, voire encore en dessous. Et si on prend un outil qui permet de mesurer la couverture, le risque d'épidémie, donc ici, c'est un outil qui est mis à disposition par les CDC et qui montre aux États-Unis, donc là j'ai pris l'exemple de Los Angeles, vous avez une couverture à gauche de 80%, à droite de 95%, et vous allez voir l'animation qui montre qu'en quelques jours, les jours s'incrémentent des deux côtés, et vous voyez apparaître des points rouges qui sont les cas d'infection de rougeole
Alors qu'à droite, à 95%, et bien dans le même temps, vous n'avez absolument pas la même dissémination au niveau d'un territoire tel que modélisé ici. Et donc on espère qu'on va arriver un jour à bien sensibiliser la population à cela. Alors, la Direction générale de la santé a émis en avril, début avril, un DGS urgent destiné à tous les médecins, et pas que les médecins, pour sensibiliser et indiquer la nécessité d'être très vigilant et de renforcer cette vigilance dans ce cadre de résurgence. À partir de la suspicion clinique, le diagnostic clinique de la rougeole doit être évoqué chez tout patient, quel que soit son statut vaccinal, en présence d'une fièvre associée à une éruption et d'au moins d'un des signes suivants, conjonctivite, rhinite, toux, syncopique, en rappelant que les patients sont contagieux 5 jours avant l'apparition de l'éruption. La confirmation biologique est indispensable au diagnostic. Elle doit se faire préférentiellement par prélèvement oropharyngé et par RT-PCR, l'ARN étant détectable, vous avez vu le diagramme, quelques jours avant le début de l'éruption et jusqu'à peu près 10 jours après le début de celle-ci. Dans tous les cas, tout cas clinique évocateur, y compris avant les résultats biologiques, doit faire l'objet d'un signalement sans délai au point focal de l'Agence régionale de santé par tout moyen. Et vous avez sur cette diapositive un rappel concernant le mail ou le téléphone ou éventuellement le fax. Et la déclaration obligatoire doit bien entendu être également partagée avec votre équipe opérationnelle d'hygiène ou vos correspondants en hygiène ou avec les infirmières mobiles d'hygiène, de manière à ce que nous soyons aussi, au niveau du CEPIAS, informés. Des mesures importantes et urgentes sont à mettre en place. Il s'agit de mesures d'éviction qui intéressent tant la communauté que le système de prise en charge de patients ou de résidents, et ceci pendant toute la période de contagiosité qu'on a vu du cas, c'est-à-dire dès l'apparition des symptômes et jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption. La mise en place de précautions complémentaires R doit être impérativement mise en place si le patient est hospitalisé ou s'il s'agit d'un résident qui pourrait, on ne sait jamais, présenter une rougeole. Je pense que ce sera exceptionnel. Pour rappel, un masque chirurgical doit être porté par le patient pour éviter l'excrétion et la dissémination dans l'environnement. Et un masque FFP2 doit être porté par les professionnels et par les visiteurs. Après le départ du patient, il est important de condamner si possible la pièce dans laquelle le patient a été présent pour pouvoir l'aérer pendant au moins 10 minutes. Et en l'absence de possibilité d'aération, il est demandé de condamner cet accès à cette pièce, qu'il s'agisse d'un box ou d'une chambre, de tout autre endroit, pendant 2 heures, selon les recommandations du Haut Conseil de la santé publique de 2018. Il est important d'identifier les personnes à risque de forme grave parmi l'ensemble des contacts proches d'un cas afin de proposer des mesures de prophylaxie post-exposition. Celle-ci consiste en particulier chez les nourrissons par une vaccination avec une dose du vaccin trivalent à réaliser dans les 72 heures chez les nourrissons entre 6 et 11 mois révolus. Il n'y a pas d'autorisation d'utilisation du vaccin en dessous de 6 mois. Ou une prise en charge hospitalière pour administrer des immunoglobulines polyvalentes jusqu'à 6 jours qui suivent le comptage. En particulier pour les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les nourrissons de 6 mois, nés de mères non immunes, et chez les nourrissons de 6 à 11 mois, n'ayant pas pu être vaccinés dans les 72 heures suivant le comptage. En effet, si les mères sont immunisées contre la rougeole, il y a un transfert des immunoglobulines protectrices pour le nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois. Pour rappel, en dessous, les contre-indications à la rougeole, rubéole et oreillon, puisque c'est un vaccin vivant qui est contre-indiqué pendant la grossesse, et quelques rappels concernant les conseils à donner. Les mesures d'urgence
ce sera aussi de vérifier le statut vaccinal de toutes les personnes ayant été en contact avec un cas et né à partir du 1980, en s'assurant que chaque personne a bien reçu 2 doses, avec un délai d'1 mois entre les 2 doses, 3 doses pour les personnes ayant initié leur vaccination avant l'âge de 12 mois. En effet, si la vaccination est initiée avant l'âge de 12 mois, eh bien, en réalité, il faudra pratiquer un rattrapage vaccinal, c'est-à-dire un complément par une vaccination supplémentaire. Cette vaccination, si elle est réalisée dans les 72 heures qui suivent un contact, peut éviter la survenue de la maladie. Elle reste néanmoins préconisée, même si ce délai est dépassé. Un sujet contact, selon le Haut Conseil de la santé publique, est toute personne ayant eu un contact avec un patient présentant une rougeole pendant sa période de contagiosité, qui est de 5 jours avant et jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption. Bien qu'une contamination soit possible après un contact bref, doit être pris en compte en tant que sujet contact toutes les personnes ayant eu en contact face à face avec le patient ou ayant séjourné au moins 15 minutes dans le même local. Ce virus peut persister, comme on l'a vu, jusqu'à 2 heures après que le malade ait quitté le local confiné, bien entendu en l'absence d'aération de la pièce, et dans ces cas-là, c'est 10 minutes. Dans ce contexte de recrudescence attendue dans les prochains mois, nous vous remercions donc de bien avoir procédé en routine, quel que soit le mode de consultation, à la vérification vaccinale de vos patients contre la rougeole, selon les recommandations du calendrier vaccinal en vigueur. Et ce calendrier vaccinal, vous aurez le lien sur le diaporama en cliquant juste en dessous. Et puis un rappel concernant les contre-indications de cette vaccination, en particulier chez les immunodéprimés et les femmes enceintes. Enfin, nous vous proposons, et merci à Karine Lebacle du CPAC de France pour nous avoir fabriqué ce matin une belle affiche tout à fait en lien avec la période estivale et les fantastiques Jeux olympiques qui risquent de nous poser quelques problèmes si on n'a pas révisé effectivement la rougeole. Vous aurez également dans le diaporama des documents utiles avec des liens. Il vous suffira de cliquer pour obtenir différentes affiches proposées en plus de la nôtre. Et puis, outre une chanson, si ça vous amuse, pour la partager en équipe, et un quiz qui a été réalisé par l'Homme Édite de Nouvelle-Aquitaine et qui permettra de vous familiariser et de vérifier vos connaissances. Écoutez, merci pour votre écoute et nous allons pouvoir répondre à vos questions et je vais arrêter le partage pour pouvoir regarder avec l'aide de Béatrice. Alors, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. J'ai désactivé le son. Alors, moi, j'ai déjà 2 questions. Est-ce que je vais allumer ma caméra quand même. Ouais, vas-y. Est-ce que vous me voyez? Oui, je pense. Ouais, on te voit. Alors, qu'est-ce que tu préconises? Est-ce que tu préconises les précautions air seul ou air et contact? Alors, les précautions R sont les précautions essentielles, quel que soit le statut vaccinal. Même si vous avez fait la rougeole, en termes d'exemplarité, il est extrêmement important de porter un masque FFP2 comme tout le monde pour se protéger et éviter de développer la maladie. Alors, je pense qu'avec Covid, on a quand même largement eu cette question sur le risque d'introduction du virus sur les muqueuses oculaires ou, pourquoi pas, digestives. Je pense qu'en termes de prescription, il faut surtout s'attacher à faire de l'information auprès des équipes. La prescription, c'est essentiellement précaution R. Le risque est quand même moins important qu'avec la coqueluche, par exemple, parce qu'on a moins de... À partir du moment où on porte un masque FFP2, je pense qu'on fait attention. Et c'est vraiment un contact direct des doigts souillés vers, par exemple, le canal lacrymal. Et ce risque est relativement théorique. D'accord.
Alors, les contacts sont repérés 5 jours avant et 5 jours après pendant 15 minutes sans port de masque, point d'interrogation. Si port de masque, le temps est-il identique? Bah, ça, c'est une bonne question. Le port de masque chirurgical dans le cadre de la rougeole, compte tenu de son R0, euh, limite le risque au niveau de l'air de la pièce, mais ne le supprime pas. D'accord. Et on parle, bien entendu, alors si on s'attache peut-être, la question concernait peut-être les professionnels. C'est pas précisé. C'est pas précisé. Peut-être la personne peut préciser. Si c'est un professionnel qui a développé la rougeole, je pense qu'il est assez légitime de ne pas tenir compte d'un port de masque éventuel compte tenu de son R0. On n'est pas exactement dans la même situation que la Covid. Le R0, c'est énorme, hein. Mm. Peu de gens peuvent échapper finalement avec un R0 à 15, hein. C'est un peu comme la varicelle. Si vous avez eu l'expérience en tant que parent de la varicelle dans une fratrie, personne n'échappe. C'est pour les professionnels, effectivement. Moi, j'en tiendrai pas compte. Je pense surtout s'il y a des femmes enceintes ou des immunodéprimés chez le personnel ou dans la population de patients que vous avez, je pense qu'il faut proposer la vaccination pour des nourrissons. Attention, hein, la vaccination, ce n'est pas chez la femme enceinte, sauf accident, et pas chez l'immunodéprimé, hein. C'est les immunoglobulines polyvalentes. Là, il y a vraiment une discussion à avoir, une analyse de risque effectivement importante à faire. Autre question, un soignant vacciné avec une seule dose doit-il recevoir dès maintenant une deuxième dose? Bah, ça serait bien. Et il n'y a pas besoin de faire de sérologie pour vérifier le taux des anticorps. Il n'y a aucun risque à recevoir une deuxième dose de vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. En passant, j'en profite pour ne pas oublier, si des gens ont été en contact de la rougeole et ont fait une rougeole, ils ne sont pas pour autant protégés contre oreillons et rubéole. Pensez-y. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, dans le Mars, il est indiqué qu'il faut une dose au moins pour les personnes nées avant 1980. Faut-il donc alors recommander 2 doses pour tous, comme vous le suggérez? Bon. Alors non, normalement, on doit tenir compte de cette recommandation de s'ils ont fait, s'ils ont reçu avant 1980 une dose de vaccin, compte tenu de la circulation à l'époque de la rougeole, ils ont été probablement, avec des grands guillemets, naturellement revaccinés. On estime qu'après 1980, la circulation de la rougeole, du fait de la mise en place de la vaccination, a considérablement limité la circulation du virus. Et donc, on s'est éloigné de ces seringues naturelles autour de nous dans la communauté. Encore une question pour la vaccination des professionnels. Un salarié né avant 1980 sans trace de vaccination dans le carnet de santé, que préconisez-vous? Eh bien, la rougeole, en général, nos mamans s'en souviennent, si ce n'est pas nous qui nous en souvenons. Donc, moi, je préconise une vaccination. D'accord. Peut-on effectuer des PCR dans n'importe quel laboratoire? En France, aujourd'hui, je pense que les laboratoires sont habitués à transférer sur les plateformes de regroupement de laboratoires ce type d'examen. Donc oui, j'ai envie de dire, la PCR doit être accessible à tout laboratoire d'analyse médicale. Mais ça vaut le coup, puisqu'on n'est pas encore au JO, de se renseigner avant. Hmm. Est-ce qu'il y a un risque de transmission par contact du fait des lésions cutanées? Non, aucun risque. Les lésions cutanées, c'est une réaction immunologique. Il n'y a pas de relargage de virus à travers la peau. Il n'y a pas de vésicule comme on peut l'avoir dans d'autres pathologies comme l'herpès ou la varicelle. Euh, Peut-on attraper la rougeole malgré une vaccination complète? Alors oui, on peut, malgré une vaccination complète, présenter une rougeole.
il y a un certain nombre d'échecs de la vaccination, en particulier lorsqu'on n'a eu qu'une seule dose. Hein. Vous voyez que 95% des sujets tels que je l'ai présenté, tels que c'est présenté au niveau mondial, vont répondre après une injection favorablement et développer une réponse immunitaire. Donc oui, on peut être vacciné et présenter malgré tout une rougeole. Mais c'est très rare. Qu'est-ce que tu préconises comme vaccination pour les personnes âgées en EHPAD si elles n'ont pas reçu de vaccin en prévention? Alors je pense que les personnes âgées en EHPAD, qui aujourd'hui censées être plus âgées que 65 ans, sont logiquement, naturellement protégées. Et donc, non, il n'y a pas de recommandation pour proposer une vaccination systématique des résidents en EHPAD ou des personnes handicapées de plus de 60 ans. Alors, la question, là, même règle que pour la tuberculose. Alors, je pense que là, ça veut dire précaution, contact et masque, point d'interrogation. Ce n'est pas très clair la question. Est-ce que la personne peut Alors, reformuler? si on fait une analogie avec la tuberculose, Hmm. c'est les précautions R. Les R, ouais. précautions R demandent de porter un masque avant d'entrer dans la chambre ou dans la pièce, de le conserver tout au long et de le retirer après la sortie, après avoir fermé la porte. Il n'y a pas de précaution contact dans la tuberculose, je le rappelle. Et dans la mesure où il n'y a pas d'expression cutanée autour de l'éruption dans la rougeole, comme je l'ai indiqué, il n'y a pas de raison de prescrire un isolement contact. Il faut simplement faire attention à ses mains, comme d'ailleurs dans notre exercice quotidien, on ne doit pas porter ses mains au visage lorsqu'on soigne, ni sucer ses doigts. OK. Un soignant qui a été en contact et qui n'a pas de signe clinique, est-ce qu'on doit lui demander de porter un masque chirurgical pour protéger les patients? Si oui, combien de temps? 15 jours, point d'interrogation. Alors normalement, on doit rechercher chez elle. Donc les contacts doivent être placés en éviction, hein, le temps de l'incubation. Enfin pour moi, s'ils ne sont pas immunisés. Alors après, tout dépend de leur état immunitaire. Peut-être tu peux repréciser parce que j'ai pas tout à fait peut-être tout compris. Alors, un soignant est en contact sans signe clinique. Peut-on lui demander de porter un masque chirurgical pour Non, protéger? ok, non. Un professionnel en contact avec une rougeole, on doit d'abord faire le point sur son immunité. Est-ce qu'il a été vacciné? Est-ce qu'il a présenté une rougeole? Les vieux médecins comme moi, les anciennes infirmières comme d'autres, qui ont fait la rougeole, devront porter un masque FFP2 pour des raisons d'exemplarité. Mais si on doit sélectionner un soignant pour Mhm. prendre en charge une rougeole à l'hôpital, par exemple, eh bien, il vaut mieux essayer d'identifier des gens qui ont fait la rougeole. Parce qu'on n'aura pas les 95% de couverture d'efficacité sérologique vaccinale. On sera sur du 100%. Quelqu'un qui a fait la rougeole ne refera pas une rougeole. Euh, Comment organiser le recueil vaccinal de nos patients? Bah, il faut les interroger. OK. Je suis née en 1980 et j'ai eu la rougeole. Dois-je faire une dose de vaccin? Non, vous avez fait la rougeole, vous n'avez pas de dose de vaccin à faire. Vous êtes protégé tout au long de votre vie, sauf dans des cas exceptionnels que je ne vous souhaite pas, qui seraient une greffe de moelle. Ta, ta, ta. Y a-t-il des signes très spécifiques à la rougeole? Eh bien, en dehors du signe coplique qui est pathognomonique, mais qui est fugace et qui disparaît au moment d'éruption, il n'y en a pas. Retenez cette évolution centripète du visage vers le reste du corps, en poussée pratiquement continue sur quelques jours, hein, c'est 2-3 jours l'installation. Forte fièvre,
abattement, hein, les gens sont vraiment fatigués. On peut avoir jusqu'à 39-40, je l'ai dit. Alors, le diagnostic peut être plus difficile sur peau sombre, d'où l'intérêt de regarder la paume des pieds, la paume des mains et la plante des pieds, qui permettent de voir apparaître des lésions. Parce que sur peau sombre, c'est compliqué parfois de faire le diagnostic, effectivement. Mais le signe de Koplik, hein, c'est inconstant et surtout très fugace. Donc, au moment d'éruption, ça a disparu. Faut-il faire une sérologie pour les patients en psychiatrie? Souvent, parce qu'il n'y a pas de vaccination sur les vaccinations. Faut-il faire une sérologie pour les patients en psychiatrie? Ah, on peut essayer quand même de récupérer leur carnet vaccinal. Et s'il n'y a pas d'information, il n'y a S'il n'y rien, a il n'y a pas pas de carnet. d'information, oui, si c'est des patients qui sont amenés à être hospitalisés longtemps, il n'est pas inutile de faire une sérologie pour documenter, mais ce n'est pas. Il est compliqué cette question, parce qu'en réalité, la logique, vous n'avez pas d'information, bah, vous pouvez proposer une vaccination. Après, peut-il entendre et donner un consentement, c'est autre chose. Parce qu'il n'y a pas de contre-indication à faire une dose vaccinale. Et chez quelqu'un qui est fait en psychiatrie, déjà avoir une vaccination, 95% d'efficacité sérologique, c'est déjà s'assurer de le protéger. Mais encore une fois, il faut être capable de recueillir son consentement ou le consentement de sa personne de confiance ou de son tuteur s'il est sous tutelle ou curatelle. Alors, une personne qui côtoie beaucoup de patients étrangers qui viennent d'Afrique, par exemple, qui ne connaissent pas leur statut vaccinal quant à la rougeole et qui sont nés avant 1980, faut-il donc les vacciner avec 2 injections de roi? Alors, la notion de 1980 n'est valable que pour les résidents du sol sanitaire français. En fonction de la politique vaccinale du pays d'origine des sujets avec lesquels on peut échanger, euh, est extrêmement variable. Donc c'est vrai que c'est très compliqué de répondre à cette question. Il y a des pays qui étaient quasiment en éradication de la rougeole avant Covid et qui ont perdu, comme je vous l'ai dit, leur statut. Euh, donc il y a eu d'énormes efforts en Afrique, dans certains pays d'Afrique, subsaharienne également, et en particulier, pour justement éradiquer la rougeole. Donc c'est tellement dépendant du pays que je ne peux pas répondre à cette question. En tout état de cause, si vous êtes professionnel de santé, a priori, pour le café gourmand, ce sont des problèmes de santé, vous devez soit avoir fait la rougeole, soit avoir reçu 2 doses de vaccin, sauf si effectivement vous êtes né avant 80 et là une seule dose suffit. OK. Et dans le doute, eh bien, on a 2 deltoïdes, profitons-en. En attendant l'automne, il vaut mieux le faire maintenant, avant l'été. Alors, l'ARS ARA préconise en post-exposition de mettre à jour la vaccination pour le personnel, pour que le personnel ait reçu 2 doses, quelle que soit sa date de naissance. Lu sur le site du CPIAS ARA. Qu'en pensez-vous? Alors, je n'en pense rien, si ce n'est que on est sur des problèmes de santé, hein, Béatrice, Euh, qui sont en contact, c'est ça? C'est l'ARS ARA préconise, oui, pour le personnel, oui, effectivement. Donc, souvent, lorsqu'on gère une investigation et un risque d'épidémie de rougeole à l'hôpital, et ça devrait être pareil en SMS, au fond, souvent, on fait la proposition globale de revacciner les professionnels. Et en général, dans ce laps de temps, de toute façon, on préconise déjà une dose de, entre guillemets, mise à jour, rattrapage, comme vous voulez, de manière à augmenter et à atténuer le risque qu'un professionnel développe la rougeole. Attention, hein, il n'est pas immunodéprimé, ce n'est pas une femme enceinte. OK. Alors, attends. Alors, un soignant étant en contact avec un patient porteur de rougeole doit être mis en éviction si pas de vaccination ou pas de rougeole, ou s'il n'a pas fait la rougeole.
Si ce soignant a fait la rougeole ou bien s'il est vacciné, est-ce qu'il est inutile qu'il porte un masque? Doit-il porter un masque chez lui et combien de temps? Beaucoup, ça fait... Bah, encore une fois, tout va dépendre de son statut immunitaire. Donc, Donc, pas voilà. vacciné, pas fait la Non, rougeole, à et ben non supposer. vacciné, on va le vacciner. Il a été en contact avec un patient porteur. Non, mais il a été en contact. Il est en Il est pas contact. Il est en prémuni. contact. Mhm. Il a été en contact. Il n'est pas prémuni. Mhm. On va le vacciner et on va le placer en éviction le temps que le vaccin fasse son effet ou le temps d'incubation, D'accord. puisqu'on est contagieux avant l'apparition des signes cliniques, 5 jours avant. Donc, il va bien falloir le placer en éviction pendant 5 jours. Et s'il a fait la rougeole et ou il a été vacciné, est-ce qu'il doit porter un masque? Tu as répondu déjà à cette Ben question-là. non, s'il a fait la rougeole, il ne porte pas de masque. Pour soigner, il va porter un masque pour rentrer dans la chambre de la personne qui a la rougeole. Attention, hein. Ouais. Euh, Donc, pour soigner Et chez d'autres lui, est-ce qu'il va personnes, devoir porter un masque chez lui? Et combien de temps? bah, porter un masque chez lui. Sa famille, pour protéger ses proches. Bah, encore une fois, après, à chaque fois, il faut réfléchir. Quel est le statut vaccinal de Hum, son chez lui? Toujours. Ouais. Et se souvenir de 5 jours avant, 5 jours après. Donc, et délai d'incubation euh, autour de 10 à 14 jours. Et la vaccination, son efficacité, euh, c'est quelques jours, puisque on le propose en post-exposition. Et si on le propose en post-exposition, c'est qu'entre 3 à 5 jours, on est protégé. Donc ça, c'est des questions très spécifiques auxquelles on doit répondre, nous, au cas par cas. Enfin, vous, en tant qu'hygiéniste ou un médecin au cas par cas. Le vaccin est efficace au bout de combien de temps? Ben, je viens de répondre. En fait, le vaccin est efficace puisqu'on le propose en post-exposition en quelques jours, 3 à 5 jours. 3 à 5 jours. D'accord. Les précautions R sont à maintenir combien de temps? Ben, 5 Et, jours après le début des signes cliniques. ouais. Y a-t-il des mesures spécifiques? Tu en as un peu parlé après le départ du patient pour le bio-nettoyage. Tu avais parlé d'aération de la pièce. Oui, ben, on a parlé des aérations. Donc, vous avez un local que vous pouvez comment dire, aérer. C'est 15 minutes si vous pouvez aérer. Et si vous ne pouvez pas aérer le local, c'est 2 heures. Après, la technique du nettoyage est la même, est identique pour... Tout à fait, mais il n'est pas logique de démarrer le nettoyage, même avec un masque FFP2, sans compte avoir... tenu de ces aérations ou hum, de... Voilà. hum, Même si sur le plan théorique, on pourrait commencer à faire un nettoyage dans la pièce, à partir du moment où on estime qu'il faut 2 heures pour la clairance de la pièce, eh bien, enfin, c'est pas tous les jours qu'on a un patient présentant une rougeole. Donc, vous attendez 2 heures s'il n'y a pas d'aération possible. Et là, la personne rentre avec un masque FFP2 faire le nettoyage. Et bien évidemment, c'est un principe de précaution. Mais le bio-nettoyage, il ne va pas durer 3 heures. hum. Et derrière, donc, tout le monde pourra rentrer normalement dans cette chambre. Ou c'est en ce box. Alors, une question. Un soignant né en 1978, ayant reçu une vaccination en 1981 et une sérologie, il a une sérologie négative en 2011, ça va, tu suis là? Doit-il être revacciné? Ah bah, si c'est documenté que sa sérologie négative, on lui refait une dose, oui. OK.
parce qu'il est probablement dans les personnes qui n'ont pas répondu, dans les 5% qui n'ont pas répondu après une dose de vaccin. Alors, pouvez-vous expliquer le bien-fondé de la recherche du statut vaccinal chez nos patients hospitalisés? Le bien fondé du statut vaccinal. Chez les patients? Oui, chez nos patients hospitalisés. Pouvez-vous expliquer le bien-fondé de la recherche du statut vaccinal chez nos patients hospitalisés? S'ils sont exposés à un cas. En tout venant, vous voudriez que pour toute personne hospitalisée en France à partir non pas du 1er avril ou du 4 avril comme le dégest urgent, on regarde le statut vaccinal de la rougeole? Je ne crois pas, non. C'est demandé pour les médecins traitants, effectivement. Essayer de sensibiliser les gens à la couverture vaccinale. Mais oui, le bien fondé, c'est d'essayer d'obtenir une couverture. Alors, chez des gens âgés comme moi, ben, ça n'a aucun intérêt. On peut toujours leur demander s'ils ont fait la rougeole. Enfin, ça fait partie des questions qu'on pose à un patient normalement. Quel est votre statut vaccinal? Enfin, il n'y a pas qu'aux urgences où on demande si on est vacciné contre le tétanos, quoi. Alors, il y a des questions, mais tu as répondu autour de Non, mais c'est locaux. important là ce que je viens de dire. Vas-y. Je- En quoi, aujourd'hui, il n'est pas indiqué de demander quelles sont les maladies virales ou transmissibles pour lesquelles on ne serait pas vacciné en tant que patient? Là, je me mets en tant que citoyen, patient, quoi. En quoi je serais choqué qu'on me demande si je suis vacciné ou pas? C'est une question, ça ne veut pas dire qu'on va porter un jugement en disant, mais vous êtes Ouais. inconscient, mon pauvre monsieur, vous n'êtes pas vacciné contre la rougeole. Alors, une précision, le problème est la difficulté du recueil. Bon, une précision de la personne. Bah, c'est vrai qu'on essaie de faire la promotion du calendrier, oui, du carnet vaccinal électronique. C'est génial. Enfin, moi, je ne sais pas, j'ai des enfants qui parfois voyagent pour leur profession, loin. Ben, leurs médecins, quand ils vont les consulter, ils ont accès sur leur dossier à l'ensemble de leurs vaccins. Enfin, peut-être qu'un jour, on va rêver que tout le monde y aille, mais c'est tellement facile de remplir son calendrier vaccinal et de demander à son médecin traitant que ça devrait être fait, oui. Et on peut le faire aussi à l'hôpital, hein. On peut renseigner le dossier personnel des patients, hein. Vous savez, on a des dossiers personnels informatisés. Vous savez tout ça, hein. Il y a dossier médical, dossier pharmaceutique, et tout ça, ça rentre dedans. Il faut simplement donner l'autorisation pour faciliter la vie de nos praticiens et de nos infirmières et de toutes les personnes qui ont accès à ce dossier. Alors, tu as parlé de... Bon, encore des questions, mais tu as répondu autour des locaux dépourvus de fenêtres, le taux de renouvellement Alors, d'air. Béatrice, on ne t'entend pas du tout. Ah, on m'entend pas? Là, Moi, c'est bon. j'entends. Ah, bah d'accord. OK. Encore une question autour des locaux sans dépourvus de fenêtres et le renouvellement d'air et la 2 heures. durée. Oui, tu l'as déjà dit. Et tu avais dit aussi bien nettoyage avec masque FFP2 après, voilà, après 2 heures. Bah, je tiens à rappeler que les locaux sans fenêtre ne doivent pas, enfin, sans aération, sans VMC, ne sont pas censés accueillir des personnes. Avec un, ouais. Pour Non, mais un, non, mais ça, c'est une question, je pense qu'il faut insister là-dessus. Il n'y a pas de locaux. Si des locaux n'ont pas de fenêtre, il y a une VMC. si la Enfin, VNC est en en panne, 2024, c'est obligatoire, hein. Hmm, C'est 2 volumeurs minimum, d'accord. abaissé à 0,5 pour des raisons d'économie d'énergie au moment du choc pétrolier. Mais dans des toilettes, hein, des WC, des salles de bain, par exemple, c'est 0,5 à 2. Ah, alors, on t'entend plus, Hervé. Et pourtant, je parle. Ah, Ouais, voilà, ben, je là, c'est bon t'entends, moi, maintenant. ouais, c'est bizarre. Moi aussi. OK. Un patient porteur de rougeole, quelles sont les procédures pour une intervention au bloc en anesthésie générale?
Un patient, alors si donc on est en situation où un patient présente une rougeole éruptive pour lequel on a fait le diagnostic et qu'on doit opérer en urgence, Ouais, certainement ça, ouais. Cette eh ben, c'est situation-là. précaution R pour l'équipe chirurgicale. Hmm. Il n'est pas question de ne pas stenter un patient qui fait un infarctus du Masque myocarde à FFP2. 42 fièvres parce qu'il a une rougeole. Oui, on va le prendre en charge et on va se protéger soi avec un masque FFP2. Alors attention, dans certains actes chirurgicaux, les FFP2 ne sont pas forcément anti-projection et ne sont pas forcément normés pour l'acte chirurgical. Donc il faut Et, regarder vraiment les caractéristiques de son masque FFP2. Et au et bloc pour, opératoire, on devrait avoir à disposition des masques FFP2 qui allient le caractère FFP2, donc précaution R, et anti-projection et protection de la personne qu'on opère. hmm. Et qu'en est-il du circuit du respirateur? Le circuit du respirateur, bah, comme tout circuit du respirateur, c'est les mêmes procédures que pour le Covid. Il n'y a rien de différent. Donc, vous référez aux recommandations de la SFAR. Je n'ai pas en tête, mais c'est disponible d'ailleurs sur notre site, je pense, qui sont très clairs et qui visent à dire tel filtre pour le patient, humidificateur sur le système inspiratoire et expiratoire, en pratique sur la canule d'intubation, et pas de filtre sur le système sur le système expiratoire, ça fait un frein. Enfin, tout ça, c'est dans les recommandations d'ASFAR. D'accord. Il n'y a rien de particulier parce que ce serait pareil avec la varicelle. Écoute, a priori, il n'y a plus de questions. Juste un petit rappel, le diaporama sera disponible sur notre site, ainsi que l'enregistrement de ce webinaire, ce café gourmand, je dirais. Et puis, rappelez-vous tous que l'équipe appui est tout un chacun chez nous, en équipe appui, est capable de vous accompagner, de vous aider. N'hésitez pas à nous signaler les cas de rougeole également dans vos établissements de santé ou médico-sociaux, de manière à ce qu'on vous accompagne avec l'ARS et qu'on se coordonne avec l'ARS sur ce sujet-là. Hein, il y a le sujet communautaire, mais il y a le sujet hospitalier ou en ESMS qui nous concerne directement en tant que structure d'appui. Et n'hésitez pas aussi à nous faire remonter les infos par nos infirmières mobiles en hygiène dans les ESMS pour personnes âgées ou dans le monde du handicap. Et puis faites la promotion de cette vaccination, de faire le point. C'est quand même pas mal de faire le point sur notre statut immunitaire vis-à-vis de nos maladies infectieuses en tant que personnel, professionnel de santé ou hospitalier, comme on dit, personnes engagées dans la prise en charge des patients ou des résidents ou des personnes accompagnées et porteurs de handicap. D'accord. Alors, il y a des nouveaux messages. Merci beaucoup. Ah ben, c'est gentil. Je suis en contact avec les étudiants. Alors, je suis en contact avec les étudiants dont les parents sont anti-vax et qui n'ont pas vacciné leurs enfants. Je mets ça. Oui, alors ça, c'est un Bon, vrai sujet. ouais. Faut-il être jusque-boutiste avec les gens qu'on n'arrivera pas à convaincre? Il nous faut beaucoup d'écoute, d'échange. C'est pas la peine de rentrer dans des argumentaires trop forts. Hein. Il y a des gens que vous n'arriverez pas à convaincre. La seule chose qui, moi, me pose problème à titre personnel, en tout cas, c'est des soignants. J'ai beaucoup moins de patience, je l'avoue, avec des soignants ou des personnes accompagnantes du handicap et qui seraient totalement opposées à la vaccination de principe. Euh, pour avoir travaillé dans un hôpital pédiatrique dans lequel il y avait un service de virologie qui historiquement s'était intéressé à la rougeole et ses complications neurologiques graves, je vous affirme que avoir un enfant non vacciné qui développe
une encéphalite pansclérosante à distance de la rougeole, quelques années après, Ah, et vous avez des parents qui vont perdre en 6 mois un enfant qui peut être un adolescent et qui va quitter la planète dans d'horribles souffrances, et bien entendu, un ressenti chez les parents et une culpabilité, j'ai envie de dire, irréparable. Ben, quand on a vécu ça, quand on a vu ça, on n'a pas envie de faire peur aux gens parce que c'est rare, effectivement, mais quand ça vous tombe dessus, ben, c'est comme l'interrupteur, c'est 0 ou 1. Et je trouve assez dramatique que chez des soignants, on ne soit pas capable, compte tenu de l'innocuité totale de cette vaccination, hein, il y a eu beaucoup de bruit qui ont couru à un moment donné sur autisme et rougeole, complètement démenti, avec des retraits de publication, des gens qui, effectivement, ont fait des faux en écriture, et qui a donné l'objet dans une grande revue internationale d'un retrait de publication. Donc il n'y a aucun doute sur l'absence de lien entre autisme, par exemple, et vaccination anti-rougeole. Après, il y a encore des gens devant le ministère de la Santé toutes les semaines qui viennent demander réparation. Bon, enfin, on ne peut pas lutter contre ça. Voilà, il ne faut pas s'obstiner. Il faut essayer de dialoguer sereinement, sans jugement, en essayant de donner un argumentaire le plus simple possible. Il ne faut pas rentrer dans des trucs trop compliqués pour essayer de convaincre. ok, je pense qu'on est arrivé au bout. On vous remercie tous de votre participation. Merci à vous.